qu'il y a des questions, des besoins, des clarifications? J'allais justement poser la question sur les lettres d'engagement parce qu'il me semblait qu'au lancement d'Horizon 2020, on nous avait parlé qu'on ne pouvait pas mettre d'annexe complémentaire par rapport au FP7. Donc j'ai cru comprendre là, sur les dernières années qu'effectivement on pouvait joindre les lettres. Simplement le positionnement de ces lettres dans un dossier, c'est au niveau de la présentation des partenaires, on verra juste après, dans les parties 4, 5, quoi la meilleure stratégie? Déjà, les lettres ne s'adressent qu'à des partenaires qui ne vont pas être dans le consortium. Hein. Donc, c'est soit vous êtes partenaire à part entière et là, il faut justifier d'une contribution qui n'est pas uniquement une étude de cas à un moment donné. Point. Mais ça dépend également de... Donc, les lettres d'engagement... elles doivent être citées dans le projet pour pouvoir aller les consulter et voir un peu le type d'engagement qui est pris. Mais c'est soit on est partenaire, soit on est contributeur. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc vous pouvez les ajouter. Voilà. Oui, effectivement, c'est juste ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il faut y faire référence dans le corps de la proposition, mais vous les mettez en annexe. Nous, on avait fait même des petites citations, quotes de stakeholders qu'on avait consultés qui nous ont répondu via email quelque chose. Donc, on a mis des petites phrases de support qu'ils avaient mis dans le corps de la proposition. Après, la lettre en entier est allée en annexe, effectivement. Revenir sur la langue, parce qu'apparemment, de manière implicite, on entend que les dossiers doivent être écrits en anglais. Et quel anglais? Est-ce que c'est du globish? Est-ce que c'est de l'anglais quel est le niveau de langue qui est demandé à ce niveau-là? Parce que là, vous avez parlé des comités d'experts où il y a plusieurs genres d'origines différentes. Et en plus, on sent aussi apparaître la technicité dans le langage, l'expertise. Et vous avez dit il faut être innovant, mais il faut avoir déjà une forte expertise. Donc comment ça se traduit dans le texte, le niveau de langue qui est attendu dans la rédaction et surtout quand vous lisez le rapport. Et dernier point sur la dissémination, comment la vie après le projet d'une certaine manière, comment ça irrigue, comment on s'en sert. Parce que moi j'ai en tête quelques projets européens où quand on regarde des sites internet qui ont été montés pour le projet, le site internet vit pendant la durée du projet, péniblement parfois, et après c'est un site mort. Donc, et après on peut avoir même des méta-projets où j'ai aperçu une fois un projet qui allait recouper des résultats d'autres projets européens. Après, on peut faire des méta-projets qui innovent peut-être, mais cette notion de dissémination me semble intéressante et je voulais savoir vous comment, dans les différentes instances, comment c'est perçu et comment est-ce que ça signifie que dans le projet, si j'ai un projet qui dure 3 ans, ça veut dire que je le fais durer 2 ans de plus pour que la communication qui soit après, qui diffuse après, ou comment ça se passe? Moi je vous rejoins effectivement, et c'est ce qui a été très bien dit dans votre intervention, c'est qu'effectivement la communication, il ne faut pas se satisfaire de dire on va faire un website, parce que ça au bout d'un moment c'est sûr que, alors déjà pourquoi pas faire un website, personne n'a rien contre les websites, mais expliquer comment il va vivre, quels flux de données vont être actualisés, comment il va s'articuler avec d'autres projets, c'est cette notion aussi de beyond state of the art, c'est aller plus loin que ce qui existe, à la fois d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue aussi outil de dissémination, comment on va chercher des effets de levier, pas être le website dans son coin du projet X, mais s'assurer qu'on trouve des caisses de résonance et qu'on est convaincant dans la façon dont on va mobiliser ces caisses de résonance, c'était le point que je faisais sur l'impact. Voilà, et votre deuxième point, votre point au milieu, c'était vraiment sur... C'est l'anglais. L'anglais, alors ça moi je rejoins complètement là-dessus, la maîtrise de l'anglais, je ne vais pas vous raconter des sornettes, évidemment c'est un élément important, c'est-à-dire qu'une proposition, même de 10 pages, mais écrite dans un anglais dramatiquement incompréhensible, là je pense que c'est pas jouable, voilà. Même si on sent qu'il y a des idées intéressantes, etc., déjà c'est très fatigant à lire, c'est parfois difficile à comprendre, donc voilà, et là, de façon générale, tout ce qu'on évalue dans le code du SC5, c'est quand même d'un niveau de langue très très pointu, très bon, et Dieu merci, parce que sinon on aurait du mal à lire ces 150 pages dans un mauvais anglais, ça serait, je pense qu'on abandonnerait. Bon, c'est pas de la littérature. C'est pas de la littérature. Non, c'est pas de la littérature, non. Je veux dire, c'est très clair et c'est effectivement. Si je peux juste compléter sur la dissémination, on dit diffusion en français. Je sais pas. On utilise le terme. Ok. Parce que souvent, en fait, il y a une confusion entre dissémination, communication et exploitation. C'est vraiment pas les mêmes activités. Et c'est assez terrible. Parfois, c'est vraiment complètement mélangé. Alors,
Il y avait une collègue qui avait une phrase très jolie et que j'ai oubliée, mais grosso modo, en fait, la dissémination, c'est rendre les résultats accessibles. Communiquer, c'est je raconte, j'explique un peu à une audience un peu plus large les résultats de mon projet. Et exploiter, et ça, les plans d'exploitation, ça devient aussi de plus en plus important dans Horizon 2020, c'est comment je fais en sorte que les résultats que je vais développer au sein de ma proposition vont servir concrètement à des industries ou à des autorités locales, à des city planners ou aux citoyens, bien entendu. Et aussi, ce qu'on attend d'un projet, c'est qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe après le financement européen. Parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, par le passé, on a vu trop souvent un projet qui durait 4 ans, ça s'arrêtait de but en blanc et plus rien ne se passait. Et maintenant, on est aussi attentif à ce que le projet nous dise, ok, donc j'ai un financement pour 4 ans, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Et l'idée, c'est qu'ils qu'ils développent un produit ou un service qui soit suffisamment intéressant, et d'où aussi l'objectif d'intégrer dès le début les utilisateurs finaux pour s'assurer qu'après la vie du projet, les services, les produits développés soient utilisés concrètement sur le terrain. Et vraiment, ne sous-estimez pas dans vos propositions, parce qu'à l'état de proposition, effectivement, on ne demande que des brouillons en fait, de plans de dissémination, de communication, d'exploitation. Mais ils sont très importants et on demande aux experts de les regarder avec grande attention. Et tout à l'heure, il y avait une question, je ne sais plus de qui, sur les Innovation Action et les business plans. C'est aussi quelque chose, alors on ne va pas demander un business plan complet au sein de la proposition, mais au moins un embryon, et on attend à ce que ce soit un délivrable au cours de la vie du projet qui va être mis à jour, tout comme les plans de dissémination, d'exploitation et de communication d'ailleurs. Hein, ce sont des délivrables vivants en général. Ça s'adapte pendant la vie du projet. J'ai une question pour les évaluations en 2 étapes. J'aurais voulu savoir si c'est exactement la même grille de lecture. Donc impact, excellence, impact, implémentation, exactement pour les 2 étapes, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus mises en avant sur une étape ou sur l'autre? Merci. Alors, à la première étape, il y a l'excellence et une partie de l'impact, majoritairement, qui sont évaluées, c'est-à-dire l'acceptabilité. Je ne me souviens pas, c'était que j'ai fait une... Ouais. Mais la première étape, c'est vraiment sur les 2 premières parties. Oui. Et c'est à la 2e étape qu'il faut, parce qu'en fait, on demande bien sûr, s'il y a une première étape, on demande la rédaction de la partie qui va être évaluée. On ne va pas demander, mais pas que, c'est-à-dire il faut donner les informations concernant l'implémentation, mais pas en détail. Et il sera plus court. C'est un rapport qui ne sera pas les 70 pages, mais plutôt une vingtaine de 15. Donc, à l'intérieur, ce qu'on veut, c'est excellence et une partie de l'impact dans le sens de défendre le projet pour qu'il passe à une rédaction complète. La majorité des projets que j'ai vus en 2 étapes, ils avaient bien avancé en première étape. Parce que la 2e étape, elle tombe en été, donc c'est pas toujours facile de voir tous les partenaires en réunion en juillet-août. Donc du coup, la première étape, en fait, elle avait été déjà bien avancée. Mais ça peut arriver, par exemple, il y a un projet en 2e étape qui avait été noté pour l'excellence et l'impact de façon inférieure à ce qu'il aurait pu être noté en première étape. En première étape, il faut être noté au moins 8, le seuil, donc il a dû avoir 4,4. Et en 2e étape, il avait 2,5, 3,5. Donc au moment d'éteindre la proposition à 70 pages, je ne sais pas comment et pourquoi, il a fini par perdre du point qu'il avait gagné en première étape. Ça peut arriver. Peut-être que, je ne sais pas, je ne connais pas les projets en détail, il n'était pas aussi élaboré en première et en 2e étape. Mais normalement, ce que j'avais vu, c'est que les gens en première étape avaient quand même bien avancé leur projet, pas au détail des budgets, mais déjà, par exemple, même partager des tâches et budgets entre partenaires pour avoir cet équilibre, cette cohérence de poids de ressources humaines aussi, par exemple. Si je peux juste compléter aussi, c'est qu'effectivement, quand c'est une évaluation en 2 étapes, et comme vous le dites, en fait, un projet peut peut passer de 4 en excellence à 2 en excellence. Et pour s'assurer qu'il y a un minimum de cohérence,
On va aller rechercher en fait le consensus report de la première étape pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on a raté ou qu'on a mal évalué en deuxième étape, pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de couac dans l'évaluation. Autre question? Action. Est-ce que je peux juste rajouter un mot rapide, parce que je crois que, moi en tout cas je n'avais pas souligné, je crois que vous l'avez mentionné, c'est l'importance donnée à la dimension internationale qui se développe. Je pense qu'il faut garder ça en tête aussi parmi les nombreuses recommandations. La Commission prenant conscience, d'une certaine façon, c'est comme ça que je l'interprète, du fait que toute une série de ces défis-là ne sont pas purement européens, et donc il y a des tas de partenaires ailleurs avec qui on peut travailler et qu'on peut parfois financer, je crois, ou faire des collaborations. International, c'est hors Europe. C'est hors Europe, monde entier. Je pense qu'on va pouvoir conclure donc, cette session. Si vous voulez bien, on va vous solliciter encore une dernière fois, juste peut-être en 3 mots, 2-3 mots clés en fait, que le public pourrait retenir, les idées claires qui peuvent repartir. Moi, ce que je peux dire, c'est que ça prend du temps, oui, c'est intéressant, oui. Après, il y a un peu de chance dans ce qu'on fait. Il faut le faire bien, être convaincu qu'on le fait bien. Je pense qu'il faut essayer. Et trouver les bons partenaires, voilà, des gens qui peuvent te coller là où quand on a des doutes, voilà. Il y en a d'autres qui arrivent et qui disent non mais on peut faire ceci, c'est là. Trouver les bons consortiums et puis y aller. Je dirais, soulignerai ce dernier point, c'est très important de choisir ses partenaires, et c'est vrai que c'est très utile de les connaître, parce qu'il va falloir travailler avec, déjà pour le préparer, ensuite faire le projet après. Un petit peu par boutade, je dis qu'il faut mieux chercher les gens qu'on aime bien, avec qui on travaille bien, qu'on sent qu'on travaille bien, et après trouver un projet à faire après. Mais pas à l'inverse, dire moi je voudrais répondre à ça et aller chercher sans savoir avec qui on travaille. Le facteur humain est vraiment central dans ces projets-là. Je vais rester sur cet argument concernant le consortium parce que vraiment c'est le plus important. Et puis en fait il y a également, on a vu des projets dans lesquels on a des partenaires les uns à côté des autres et pas avec avec quelque chose d'une complémentarité, un travail en commun, chaque tâche était faite par un partenaire au lieu de la partager. En tout cas, c'est extrêmement important. Et puis, ce côté du H2020 qui est très ouvert et qui est, avec le maître mot innovant, essayer de faire en sorte d'y injecter un peu de recherche. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de dire ça. Ça va être redondant, mais je pense que ça démontre effectivement qu'il y a quand même quelques éléments clés, car ils ont été répétés plusieurs fois. Il faut laisser une proposition mûrir. Je pense qu'effectivement, vous avez passé 3 mois, mais pas 3 mois consécutifs, parce qu'une proposition, ça se mûrit aussi sur la durée. Le fait qu'on ait des appels à des programmes de travail qui soient pluriannuels, ça donne cette opportunité-là. Nous, à l'Infodec, on a organisé pour le défi 5, en fait, on a demandé aux participants comment est-ce qu'on pouvait l'améliorer. Et ils nous ont dit moins de présentation, plus de networking. Donc clairement, les gens veulent se rencontrer. Et c'est aussi dans ce cadre-là, d'Infodec, que des propositions commencent à s'élaborer. Et ça prend du temps. Je suis certaine que certaines propositions mettent 1 an à mûrir. Et c'est tant mieux. Et ce que vous avez dit aussi, c'est être explicite. Parce que certaines propositions, en fait, comme disait Cédric, parce qu'ils ont le bon consortium, pensent que c'est acquis. Mais non, en fait, la proposition, elle est vraiment jugée pour ce qui est écrit et pas pour ce qu'on devine ou pas parce qu'on sait que ce consortium est très en vue dans telle ou telle arène internationale ou dans un certain champ thématique. Non, nous, on veut vraiment que ce soit explicité. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une proposition ou un projet, est mis en œuvre dans un contexte et en lien aussi avec d'autres projets. Et pour nous, c'est aussi important qu'il y ait des écosystèmes de projets. On insiste de plus en plus sur la synergie entre les projets, faire des activités conjointes, communes, organisées, des réunions back-to-back. Pour nous, ça, c'est aussi important et ça démultiplie en fait l'impact des projets.
Donc ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui est très important. Merci beaucoup donc, pour ces mots de conclusion. Donc on retient bien l'importance d'être explicite, d'être clair, rédiger des propositions de manière convaincante. L'importance vraiment, et je pense que vous l'avez vraiment tous souligné, de l'impact, prendre en compte les impacts attendus de l'appel à projet, du work programme, les impacts, on va dire, plus globaux aussi, constituer le bon consortium. Si jamais il y a des points qui n'ont pas été abordés, il ne faut pas hésiter à revenir, que ce soit vers le point de contact national. Vous avez aussi des relais régionaux. Il y avait beaucoup de PME ou en tout cas d'industriels dans le public. Il ne faut pas hésiter à contacter BPI France aussi, si jamais vous avez d'autres questions qui restent en suspens. Des aides surtout. Et pour des aides également pour le montage aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. On vous remercie vraiment pour votre présence et pour les échanges qu'il y a eu.